Chers compatriotes à travers le monde et au Sénégal, au moment de prendre la parole, les pensées affectueuses vont à nos jeunes compatriotes bloqués dans des pays de transit, Libye, Algérie, Maroc et autres, dans l'attente d'un improbable voyage vers l'Europe, au prix de tragédies innommables. Je voudrais particulièrement saluer un militant de la démocratie qui a pris une balle à la cuisse au cours des événements du 23 juin 2011 et qui se trouve actuellement piégé en Algérie après une odyssée périleuse à travers l'Afrique qui l'a conduit d'abord en Guinée équatoriale puis remonté jusqu'en Algérie où il a été pris en otage. Je veux parler d'Ibrahima Dieng dont la maman se trouve certainement dans la salle. Chers amis, chaque peuple glorifie un ensemble de valeurs qui constituent la quintessence de l'idée qu'il se fait de lui-même et de la place qu'il cherche à occuper dans le monde. Nous sommes ici aujourd'hui au nom de l'idée que nous nous faisons de notre pays, le Sénégal, et de l'irrépressible désir de progrès, de justice et de développement qui nous étreint. Ces valeurs, des générations de Sénégalais ont consacré leur vie à leur triomphe. Leurs luttes ont eu des répercussions au-delà de nos frontières et inspiré des peuples en Afrique et ailleurs. Tout récemment, le mouvement du 23 juin, qui a fait échec à la tentative de conservation et de dévolution du pouvoir contraire à l'esprit de la démocratie, a fait des émules en Afrique. Nous sommes fiers du rôle joué par la société civile sénégalaise dans le continent. Le peuple sénégalais a montré son indéfectible attachement aux valeurs les plus élevées. En attestent les alternances pacifiques des régimes réalisés. En attestent également les assises nationales qui ont réuni dans un puissant mouvement créateur l'essentiel des forces vives de notre pays, organisations politiques, syndicales, patronales, personnalités dites indépendantes. En atteste aussi la saga engagée à partir de juin 2011, qui a abouti à la deuxième alternance démocratique, porteuse d'espoir de renouveau et d'ancrage définitif des valeurs portées par les assises. Dans un tel contexte, la défaite morale de la coalition au pouvoir depuis 2012 est sans appel. En effet, cette coalition, qui regroupe l'ensemble des forces politiques ayant inspiré et ou participé aux assises nationales, avait l'obligation impérieuse de fidélité aux luttes populaires ayant permis son arrivée au pouvoir. Dès lors, sa défaite n'est pas seulement d'avoir relégué aux oubliettes de l'histoire les propositions les plus pertinentes des assises, mais surtout de s'être rendu complice par action et par inaction d'une des plus grandes forfaitures de notre histoire survenue à l'occasion des récentes élections législatives. Le constat en a été si éloquemment dressé ailleurs pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. Cependant, l'enseignement majeur de cette alternance, c'est combien les pourfendeurs du régime de Wade ont confortablement porté ses habits et se sont mis à leur aise dans les institutions qu'il avait promis de remodeler. Le Conseil constitutionnel a raté ses rendez-vous avec l'histoire pour avoir regardé ailleurs lorsque des milliers de citoyens, de Touba ou d'ailleurs, ont délibérément été privés de leur droit de vote. Pour avoir choisi de fermer les yeux sur les manquements flagrants, manifestes et nombreux, relevés par tous les citoyens durant les élections législatives, le Conseil constitutionnel en particulier, et la justice en général,
ont renforcé la défiance populaire à leur endroit. À cet égard, il est symptomatique du recul de notre démocratie, incontestable d'ailleurs comme recul, que c'est vers le Kenya que les Sénégalais, naguère réputés en Afrique, se tournent désormais pour des exemples de justice constitutionnelle. La Commission électorale nationale autonome a été évanescente. Par exemple, lorsque des milliers de cartes se sont retrouvées par devers des particuliers, dans des taxis, dans la rue. Évanescente aussi lorsque des centaines de milliers d'électeurs n'ont pas pu disposer de leurs documents de vote, qu'elle en a perdu toute crédibilité. La Sénat s'est, pour ainsi dire, suicidée sous les yeux de l'opinion. Quant à l'Assemblée nationale, nul ne se serait aperçu de son inexistence si elle venait à être rayée de la liste des institutions de la République. Cependant, le plus révélateur de l'affaissement des valeurs les plus élémentaires qui fondent une République et en assure la cohésion et la vigueur, c'est l'utilisation massive, ouverte, agressive de l'argent aux fins de fausser le jeu démocratique. Nul dans ce pays ne peut prétendre n'en avoir une connaissance directe ou indirecte. Pourtant, le même président de la République qui a envoyé nos forces armées défendre la démocratie en Gambie est celui-là qui a fait organiser les élections les plus calamiteuses de ces 20 dernières années. Mes chers compatriotes, chers camarades, je vous le redis, la défaite morale de la coalition au pouvoir est massive et totale. Son échec au plan économique est tout aussi flagrant. Notre économie manifeste tous les symptômes d'une société malade. Les entreprises formelles font faillite en cascade, jetant dans la rue ou dans la précarité de l'informel des milliers de pères et mères de famille désespérés. Or, être dans l'informel, être ouvrier, menuisier, mécanicien, maçon, coiffeuse, vendeuse au Sénégal, c'est vivre dans la hantise permanente d'une vie dure et difficile. Le chômage des jeunes atteint des proportions telles qu'il menace la cohésion sociale. Il est symptomatique que le chômage des jeunes diplômés soit au moins 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Dans une quasi-indifférence, nombre d'entre eux meurent dans le désert nigérien, dans les déserts nigériens, libyens ou algériens. Sinon, ils sont otages de milices qui leur font subir toutes les affres imaginables ou se noient en mer. Le fait que notre État ne tienne aucune statistique de ces drames à huis clos est révélateur de l'indifférence des pouvoirs publics devant cette tragédie sans nom. Ceci expliquant sans doute cela, la classe politique occupe le peloton de tête des grosses fortunes et relègue au second plan les hommes d'affaires qui, pourtant, sont les seuls à prendre des risques d'investir des sommes d'argent souvent colossales, acquises au terme de longues années de sacrifices ou d'un entraînement contraignant. Malgré tout, seuls les secteurs de rente sortent la tête de l'eau. Il est ainsi estimé que plus de 30% de notre richesse nationale est capturée par les oligarques de tous acabits, avec à leur tête l'élite politique qui leur sert de locomotive. Cette culture de prédation se manifeste sans phare à travers la privatisation de la corniche de Dakar, le saccage de la bande de Filao de Guédiawaye à Kayar, le partage entre copains des terres de nos communes et dans quelques mois, la razzia annoncée des terres de l'aéroport de Dakar. Le déclin de l'économie nationale et le délitement des mœurs de l'élite politique sont plus liés qu'il n'y paraît à première vue. Des leviers économiques indispensables à la bonne marche de notre société sont confiés à des mains inexpertes pour servir une clientèle politique insatiable, mais aussi se donner les moyens de s'enrichir sans cause. Comment ne pas penser à ce stade à la Société nationale La Poste, dont la gestion défie toute rationalité. En effet, il est de notoriété publique que cette Société nationale
a une masse salariale supérieure à ses produits d'exploitation. Une masse salariale 1,5 fois supérieure à ses produits d'exploitation. Le miracle de sa survie ne s'expliquant que par les ressources sans fin mises à sa disposition par le Trésor public. La Poste est maintenue dans un coma végétatif pour des raisons politiciennes. Ce cas d'école d'une irrationalité débridée et assumée est illustratif de la mentalité de flibustier qui gangrène notre économie. Comment aussi ne pas s'indigner du mépris affiché vis-à-vis de la compétence nationale, derrière lequel s'abrite le pouvoir exécutif, pour confier à des intérêts étrangers l'exploitation de notre nouvel aéroport international, de pans entiers de notre port, de la nouvelle compagnie aérienne, du futur train express régional, des terres arables de Dodel au Fouta, et j'en passe, dans des conditions qui souvent défient nos propres lois. À ce propos, les derniers épisodes en cours que constituent les affaires Yavuz Selim et Sénégal en ligne service illustrent la honteuse soumission de notre pays à des puissances extérieures. Jamais, en effet, de manière aussi flagrante, notre économie et notre diplomatie ne semblent aussi peu se décider à partir de Dakar. Dans de telles circonstances, est-il étonnant que le Sénégal rate le train de l'économie numérique ou n'engage les initiatives novatrices à même de créer les conditions de l'émergence? Chers compatriotes, chers amis, les peuples, dit-on, n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. S'ils sont majoritairement vertueux, intègres, patriotes, disciplinés, ils seront suffisamment lucides et exigeants pour confier le pouvoir politique à des hommes et des femmes qui ont chevillé au corps la vertu civique, l'intégrité morale, le patriotisme national, le sens de l'intérêt général, la foi en la jeunesse et la discipline. A contrario, s'ils sont vicieux, chers compatriotes à travers le monde et au Sénégal, au moment de prendre la parole, les pensées affectueuses vont à nos jeunes compatriotes, bloqués dans des pays de transit, Libye, Algérie, Maroc et autres, dans l'attente d'un improbable voyage vers l'Europe, au prix de tragédies innommables. Je voudrais particulièrement saluer un militant de la démocratie qui a pris une balle à la cuisse au cours des événements du 23 juin 2011 et qui se trouve actuellement piégé en Algérie après une odyssée périleuse à travers l'Afrique qui l'a conduit d'abord en Guinée équatoriale puis remonté jusqu'en Algérie où il a été pris en otage. Je veux parler d'Ibrahima Dieng dont la maman se trouve certainement dans la salle. Chers amis, chaque peuple glorifie un ensemble de valeurs qui constituent la quintessence de l'idée qu'il se fait de lui-même et de la place qu'il cherche à occuper dans le monde. Nous sommes ici aujourd'hui au nom de l'idée que nous nous faisons de notre pays, le Sénégal, et de l'irrépressible désir de progrès, de justice et de développement qui nous étreint. Ces valeurs, des générations de Sénégalais ont consacré leur vie à leur triomphe. Leurs luttes ont eu des répercussions au-delà de nos frontières et inspiré des peuples en Afrique et ailleurs. Tout récemment, le mouvement du 23 juin, qui a fait échec à la tentative de conservation et de dévolution du pouvoir contraire à l'esprit de la démocratie, a fait des émules en Afrique. Nous sommes fiers du rôle joué par la société civile sénégalaise dans le continent. Le peuple sénégalais a montré son indéfectible attachement aux valeurs les plus élevées. En attestent les alternances pacifiques du régime réalisées. En attestent également les assises nationales qui ont réuni dans un puissant mouvement créateur l'essentiel des forces vives de notre pays, organisations politiques, syndicales, patronales, personnalités dites indépendantes. En atteste aussi la saga engagée à partir de juin 2011
qui a abouti à la deuxième alternance démocratique, porteuse d'espoir de renouveau et d'ancrage définitif des valeurs portées par les assises. Dans un tel contexte, la défaite morale de la coalition au pouvoir depuis 2012 est sans appel. En effet, cette coalition, qui regroupe l'ensemble des forces politiques ayant inspiré et ou participé aux assises nationales, avait l'obligation impérieuse de fidélité aux luttes populaires ayant permis son arrivée au pouvoir. Dès lors, sa défaite n'est pas seulement d'avoir relégué aux oubliettes de l'histoire les propositions les plus pertinentes des assises, mais surtout de s'être rendu complice par action et par inaction d'une des plus grandes forfaitures de notre histoire survenue à l'occasion des récentes élections législatives. Le constat en a été si éloquemment dressé ailleurs pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. Cependant, l'enseignement majeur de cette alternance, c'est combien les pourfendeurs du régime de Wade ont confortablement porté ses habits et se sont mis à leur aise dans les institutions qu'il avait promis de remodeler. Le Conseil constitutionnel a raté ses rendez-vous avec l'histoire pour avoir regardé ailleurs lorsque des milliers de citoyens, de tout bas ou d'ailleurs, ont délibérément été privés de leur droit de vote. Pour avoir choisi de fermer les yeux sur les manquements flagrants, manifestes et nombreux, relevés par tous les citoyens durant les élections législatives, le Conseil constitutionnel en particulier et la justice en général ont renforcé la défiance populaire à leur endroit. À cet égard, il est symptomatique du recul de notre démocratie, incontestable d'ailleurs comme recul, que c'est vers le Kenya que les Sénégalais, naguère réputés en Afrique, se tournent désormais pour des exemples de justice constitutionnelle. La Commission électorale nationale autonome a été évanescente. Par exemple, lorsque des milliers de cartes se sont retrouvées par devers des particuliers, dans des taxis, dans la rue. Évanescente aussi lorsque des centaines de milliers d'électeurs n'ont pas pu disposer de leurs documents de vote, qu'elle en a perdu toute crédibilité. La Sénat s'est, pour ainsi dire, suicidée sous les yeux de l'opinion. Quant à l'Assemblée nationale, nul ne se serait aperçu de son inexistence si elle venait à être rayée de la liste des institutions de la République. Cependant, le plus révélateur de l'affaissement des valeurs les plus élémentaires qui fondent une République et en assure la cohésion et la vigueur, c'est l'utilisation massive, ouverte, agressive de l'argent aux fins de fausser le jeu démocratique. Nul dans ce pays ne peut prétendre n'en avoir une connaissance directe ou indirecte. Pourtant, le même président de la République qui a envoyé nos forces armées défendre la démocratie en Gambie est celui-là qui a fait organiser les élections les plus calamiteuses de ces 20 dernières années. Mes chers compatriotes, chers camarades, je vous le redis, la défaite morale de la coalition au pouvoir est massive et totale. Son échec au plan économique est tout aussi flagrant. Notre économie manifeste tous les symptômes d'une société malade. Les entreprises formelles font faillite en cascade, jetant dans la rue ou dans la précarité de l'informel des milliers de pères et mères de famille désespérés. Or, être dans l'informel, être ouvrier, menuisier, mécanicien, maçon, coiffeuse, vendeuse au Sénégal, c'est vivre dans la hantise permanente d'une vie dure et difficile. Le chômage des jeunes atteint des proportions telles qu'il menace la cohésion sociale. Il est symptomatique que le chômage des jeunes diplômés soit au moins 3 fois supérieur à la moyenne nationale. Dans une quasi-indifférence, nombre d'entre eux meurent dans le désert nigérien
dans les déserts nigériens, libyens ou algériens. Sinon, ils sont otages de milices qui leur font subir toutes les affres imaginables ou se noient en mer. Le fait que notre État ne tienne aucune statistique de ces drames à huis clos est révélateur de l'indifférence des pouvoirs publics devant cette tragédie sans nom. Ceci expliquant sans doute cela, la classe politique occupe le peloton de tête des grosses fortunes et relègue au second plan les hommes d'affaires qui, pourtant, sont les seuls à prendre des risques d'investir des sommes d'argent souvent colossales, acquises au terme de longues années de sacrifices ou d'un entraînement contraignant. Malgré tout, seuls les secteurs de rente sortent la tête de l'eau. Il est ainsi estimé que plus de 30% de notre richesse nationale est capturée par les oligarques de tous acabits, avec à leur tête l'élite politique qui leur sert de locomotive. Cette culture de prédation se manifeste sans phare à travers la privatisation de la corniche de Dakar, le saccage de la bande de filao de Guédiawaye à Kayar, le partage entre copains des terres de nos communes et dans quelques mois, la razzia annoncée des terres de l'aéroport de Dakar. Le déclin de l'économie nationale et le délitement des mœurs de l'élite politique sont plus liés qu'il n'y paraît à première vue. Des leviers économiques indispensables à la bonne marche de notre société sont confiés à des mains inexpertes pour servir une clientèle politique insatiable, mais aussi se donner les moyens de s'enrichir sans cause. Comment ne pas penser à ce stade à la Société nationale La Poste, dont la gestion défie toute rationalité. En effet, il est de notoriété publique que cette société nationale a une masse salariale supérieure à ses produits d'exploitation. Une masse salariale 1,5 fois supérieure à ses produits d'exploitation. Le miracle de sa survie ne s'expliquant que par les ressources sans fin mises à sa disposition par le Trésor public. La Poste est maintenue dans un coma végétatif pour des raisons politiciennes. Ce cas d'école d'une irrationalité débridée et assumée est illustratif de la mentalité de flibustier qui gangrène notre économie. Comment aussi ne pas s'indigner du mépris affiché vis-à-vis de la compétence nationale, derrière lequel s'abrite le pouvoir exécutif, pour confier à des intérêts étrangers l'exploitation de notre nouvel aéroport international, de pans entiers de notre port, de la nouvelle compagnie aérienne, du futur train express régional, des terres arables de Dodel au Fouta, et j'en passe, dans des conditions qui souvent défient nos propres lois. À ce propos, les derniers épisodes en cours que constituent les affaires Yavuz Selim et Sénégal en ligne service illustre la honteuse soumission de notre pays à des puissances extérieures. Jamais, en effet, de manière aussi flagrante, notre économie et notre diplomatie ne semblent aussi peu se décider à partir de Dakar. Dans de telles circonstances, est-il étonnant que le Sénégal rate le train de l'économie numérique ou n'engage les initiatives novatrices à même de créer les conditions de l'émergence? Chers compatriotes, chers amis, les peuples, dit-on, n'ont que les dirigeants qu'ils méritent. S'ils sont majoritairement vertueux, intègres, patriotes, disciplinés, ils seront suffisamment lucides et exigeants pour confier le pouvoir politique à des hommes et des femmes qui ont chevillé au corps la vertu civique, l'intégrité morale, le patriotisme national, le sens de l'intérêt général, la foi en la jeunesse et la discipline. A contrario, s'ils sont vicieux,